Que faut-il retenir dans l'actualité des affaires cette semaine? On en discute chaque fin de semaine dans ce balado Info Bref Affaires avec normalement nos deux chroniqueurs depuis la semaine dernière et pour encore cette semaine, c'est un de nos deux chroniqueurs, Alain McKenna, journaliste au Devoir, également chroniqueur à Info Bref Votre Argent, notre infolettre du samedi, et animateur du balado Une tasse de tech. Bonjour Alain. Bonjour Patrick. Alors, première chose à retenir cette semaine, chez Meta, la société mère de Facebook et Instagram, la route du métavers est encore longue, plus longue que prévu et surtout beaucoup plus coûteuse et ardue que prévu. Oui, effectivement, c'était la grosse nouvelle à retenir cette semaine dans les technos. Là, 11 000 congédiements à venir au sein du groupe Meta, qui compte 87 000 employés. C'est l'équivalent de 13 % des effectifs mondiaux totaux de Meta. C'est quand même assez important. Il y a différentes raisons qui expliquent ces coupures-là. Évidemment, cette réorientation-là vers, entre autres choses, le métavers en fait partie. Mais de façon plus large, ce qu'on voit chez Meta, c'est qu'on a observé, et on l'a vu dans les résultats financiers des derniers trimestres, une chute assez significative là, de l'investissement des entreprises dans la publicité numérique, qui est évidemment la principale source de revenus chez Meta. Il y a aussi plusieurs éléments au fil des derniers mois là, qui, en fait, des projets qui étaient développés à l'interne. On voulait aller dans d'autres créneaux. Par exemple, les écrans connectés Portal qui ont vraiment jamais décollé dans le marché. On pense aussi à tout ce qui était le développement autour du secteur des balados. Il y avait beaucoup de volonté de créer un environnement sur Facebook et sur Instagram pour ce marché-là. Et finalement, il y a aussi eu on a tentativement tenté de transformer Instagram en une place de marché pour faire du commerce électronique, et ça aussi, ça a coûté cher. Et évidemment, chacun de ces projets-là a entraîné des embauches massives, et on a attendu, durant la pandémie, avant de faire un peu le ménage dans ces projets-là, et c'est ce qu'on a fait d'un coup là dans les derniers jours. Évidemment, Zuckerberg a un peu préparé le terrain ces dernières semaines. Le PDG de Meta avait annoncé au mois d'octobre que l'entreprise ne serait jamais aussi grosse qu'elle l'est en ce moment, au moins jusqu'à la fin 2023. Donc déjà, on préparait là une forme de rationalisation. Et évidemment, à partir d'ici, on se concentrera davantage sur une poignée, donc un nombre très limité de petits projets très prometteurs, disons-le comme ça, comme les Reels, entre autres, les fameuses vidéos virales qui ressemblent un peu à ce que propose TikTok, l'intelligence artificielle et le métavers. L'action de Meta a bien réagi, hein. On le sait, là, son action depuis l'année dernière a perdu 70 % de sa valeur, mais depuis les 5 derniers jours, depuis l'annonce des coupures, elle a repris 25 %. Donc, on sent que les investisseurs sont très satisfaits de ce qui a été annoncé cette semaine. Oui, parce que c'est donc quand même un coup dur pour Meta et pour sa direction, pour Zuckerberg particulièrement, mais en même temps, Meta reste un joueur très très important, très solide, avec beaucoup de propriétés, avec encore, même s'il est moins populaire chez les jeunes, une pénétration dans l'ensemble de la population qui est énorme, et donc il reste beaucoup de ressources pour développer des choses. Ça n'est pas la fin de Meta. Non, absolument pas. En fait, c'est toujours 3 milliards d'utilisateurs plus ou moins réguliers, donc c'est quand même le géant des réseaux sociaux. Les revenus en publicité numérique continuent d'être bons, l'entreprise continue d'être profitable, peut-être que la croissance des revenus est un peu moins élevée que ce qu'espéraient les investisseurs, et cette obsession qu'on a de parler du métavers chez Meta, c'est quand même négligeable en termes de ce que ça coûte par rapport aux revenus générés dans d'autres créneaux. Donc, ouais, c'est une orientation sur peut-être 10 ans, mais pour l'instant, la machine est quand même encore bien rodée, et on sent que dès que le marché de la publicité numérique va reprendre, Meta va aussi redécoller assez durablement. Les coupures de postes chez Meta, est-ce que ça a un impact au Canada et au Québec? Pas de ce qu'on entend en ce moment. Évidemment, on le sait, Meta a des bureaux à Montréal qui sont plus des laboratoires, en fait, de recherche et de développement en intelligence artificielle. Il y a aussi un élément d'un composant dans cette recherche-là qui touche au métavers. Là. Il y a une notion d'intelligence artificielle associée aux environnements virtuels que Meta essaie de développer. Mais ce serait un peu plus loin dans la chaîne et ça tombe dans les créneaux que Meta veut développer. Donc, de ce qu'on comprend, il n'y aura pas de coupure à Montréal annoncée dans le cadre des 11 000 postes qui seront perdus dans les prochaines semaines. Deuxième chose à retenir cette semaine, les coupures de postes dans le secteur technologique aux États-Unis notamment. Alors, on vient de parler de celle de Meta, mais elles sont importantes, un peu surprenantes après des années de croissance rapide. On se demande si ça n'est pas un peu précurseur de ce qui pourrait se passer dans l'ensemble de l'économie.
Oui, ben ça va mal, disons-le comme ça, dans les technos. En fait, on est à un stade en termes de coupure de postes dans les technos en Amérique du Nord qui est le plus élevé depuis le creux de la pandémie, soit depuis le printemps 2020. On parle au fil des 2 derniers mois de 52 000 emplois qui ont été perdus aux États-Unis et au Canada dans le secteur technologique. Tout type de technologie confondue, là. Donc, c'est quand même assez important. On a parlé de Twitter il y a un instant. Pardon, on a parlé de Meta il y a un instant. On a parlé de Twitter la semaine dernière. Il a pris aussi la moitié de sa main-d'œuvre. C'est 7500 employés. Ça, il y a des raisons, évidemment, derrière ça qui ne sont pas nécessairement liées au marché comme tel, mais quand même. Il y a aussi Amazon, il y a aussi Alphabet, la maison mère de Google, Apple, Microsoft, Snapchat, et il y en a d'autres aussi qui ont, au fil des derniers mois, annoncé soit des gels d'embauche ou des réductions du nombre d'employés. Il y a un paquet de startups aussi qui ont fait le même genre qui ont posé le même genre de gestes. Ça a évidemment eu des effets jusque chez nous. À Montréal, dans la dernière semaine, il y a un studio de jeux vidéo qui s'appelle Onoma, qui est l'ancien Square Enix, qui a annoncé sa fermeture. La startup RenoRun, qui est dans les matériaux de construction, là, qui est une plateforme numérique pour s'approvisionner, a aussi licencié presque la moitié de ses employés. Au fil des derniers mois, on a vu Shopify aussi payer le prix là, de cette perte d'intérêt, disons, des investisseurs dans les technos. Évidemment, bon, il y a différentes raisons. La bourse en est une, on le sait, là, la valeur des entreprises qui sont cotées en bourse a chuté d'à peu près 40% depuis le début de l'année. Quand on regarde l'indice Nasdaq, c'est un bel indicateur. Il y a aussi, au niveau des plus petites entreprises qui sont, qu'on qualifie généralement de start-up, là, on sent l'importance de vouloir traverser la prochaine année et demie, où on parle, il y a beaucoup d'incertitudes économiques, là. Donc, on fait un peu le bilan, on fait un peu le ménage pour s'assurer que on a assez d'argent pour faire ce qu'on appelle le runway, donc cette espèce de période de développement jusqu'à une commercialisation d'un produit. Donc, il faut garder le cash pendant qu'on en a pour être sûr de se rendre jusqu'au bout du tunnel. Exactement. Donc, on gèle les embauches ou on réduit un peu le nombre d'employés qui sont peut-être en trop pour se concentrer sur le développement d'une première commercialisation. Et de façon plus globale, ce que les investisseurs disent, c'est qu'il y a vraiment la fin de l'effet d'engouement de la pandémie, parce que à partir du moment où on atteint le creux, là, à la fin mars, en termes d'économie, en termes de bourse et tout ça, en lien avec la COVID, on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel dans le numérique. Tout le monde s'est tourné vers Netflix, tout est tourné vers les réseaux sociaux, on s'est bien acheté en ligne massivement. Et là, les investisseurs se sont rués vers les titres technologiques. Bref, ce secteur-là a été gonflé par cette espèce d'année et demie là, d'incertitude économique. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on se rend compte que là, les choses reviennent un peu à la normale et ce sont les titres technologiques qui payent le plus le prix de cette situation-là. Donc reste à voir à quel point ces annonces sont précurseurs de ce qui pourrait se passer dans le reste de l'économie. C'est sûr que là, on parle d'entreprises technologiques comme d'un secteur qui est, je dirais, spécialisé, mais en fait, ces entreprises technologiques sont imbriquées dans énormément de secteurs qui ne sont pas particulièrement forcément technologiques, qu'il s'agisse de publicité, de commerce, de livraison et d'autres services. Donc, mais en même temps, ce sont les entreprises qui risquent qui ont embauché le plus rapidement dans les dernières années. Donc c'est un peu normal aussi et puis qui ont embauché en prévoyant une très forte croissance. À partir du moment où le rythme de croissance ralentit, c'est normal qu'elles soient aussi parmi les premières à couper. Est-ce qu'elles vont être suivies dans le reste de l'économie par d'autres entreprises? C'est une bonne question parce qu'on dit souvent que les technos sont un peu le canari de la mine boursière, qui signalent d'habitude ce qui va mal ensuite ailleurs dans l'économie. On peut aussi dire que les technos sont un peu bipolaires en termes boursiers, c'est-à-dire que quand ça va bien dans l'économie, ça va très bien en techno, et quand ça va un peu moins bien dans l'économie en sens plus large, ben ça va évidemment encore moins bien dans les technos. Là, ce qu'on voit, c'est que ce qui se passe à ce moment-là, peut-être un réalignement des technos qui avaient vraiment pris beaucoup de valeur par rapport au reste par rapport à d'autres industries, en fait, au fil des derniers mois. Quand on regarde les chiffres macroéconomiques, ce qu'on voit, c'est que l'économie mondiale, l'économie nord-américaine, malgré ces nouvelles-là, continue d'être assez solide, là. Le marché de l'emploi au Canada surtout et aux États-Unis aussi fait très bien. Il y a eu un rallye là dans les derniers jours à cause qui est généralement ce qui est normal après des élections de mi-mandat américaines, là, ce qui est comme un phénomène cyclique qui relance aussi certains indices, qui redonnera probablement un peu de confiance aux investisseurs. Et l'essentiel dans la santé économique, surtout en Amérique du Nord, c'est le désir des consommateurs de dépenser. Et ce qu'on voit de ce côté-là, c'est que les dépenses des consommateurs demeurent élevées. Et même d'ici Noël, on anticipe des dépenses qui seront toujours au niveau consommateur très élevées. Donc, on hésite encore à dire s'il va y avoir une récession, mais ce qu'on dit surtout, c'est que ce qui se passe en ce moment dans les technos est spécifique et unique à ce créneau-là et n'est pas indicateur de tendance à venir dans d'autres secteurs d'économie. Mais encore une fois, ça va être attesté dans les prochains mois en fonction des autres indicateurs d'économie nord-américains. Alain, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado Une tasse de tech?
Ben, on parle d'investissement d'impact et justement, on parle d'embauche. J'ai rencontré des gens d'un organisme qui s'appelle N-Power Canada qui a créé une plateforme d'embauche et de formation pour les gens qui veulent se réorienter en TI, qui veulent avoir un emploi rapidement. C'est un programme gratuit de 3 mois qui cible particulièrement les groupes racisés, les Premières Nations, les immigrants qui veulent justement avoir une formation rapide sur les technos pour avoir un poste dans le secteur des technos. Et c'est aussi entièrement en français, donc c'est vraiment une formule qui est extrêmement intéressante pour justement faire le pont entre la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur des technos, surtout au Québec, et les gens qui sont en recherche d'emploi. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ta chronique meilleurs produits techno dans notre infolettre du samedi, Info Bref, votre argent? J'ai essayé au fil des dernières semaines un paquet d'écouteurs, de casques d'écoute, ce qu'on appelle supra-auriculaires, donc vraiment les casques gros format. Et j'en ai identifié 3 là, des plus récents qui sont de très bonne qualité. Les 3 sont tout à fait recommandables. Il y a un produit Sony, un produit Sennheiser et un produit Apple. Donc vous pourrez voir ça en fin de semaine dans l'infolettre Info Bref. Parfait. Et Fabien Major, même s'il est absent de ce balado cette fin de semaine, a sa chronique dans Info Bref, votre argent. Il nous parle des FNB à répartition d'actifs qui ont été très en vogue dans les derniers mois et les dernières années, comme une solution un peu de portefeuille global pour quelqu'un qui veut investir de façon simple en répartissant ses risques. Mais il compare ça avec des fonds communs de placement dont la spécialité est de faire la gestion active, et il s'aperçoit que les FNB à répartition d'actifs ne tiennent pas forcément toujours la promesse qu'ils ont fait jusqu'à présent. C'est intéressant à lire dans notre infolettre du samedi, donc Info Bref, votre argent. Alain, merci. On te retrouve avec Fabien, je pense, la fin de semaine prochaine, donc dans cet épisode à retenir de notre balado Info Bref Affaires. Comme vous le savez, moi je vous retrouve tous les matins dans ce balado sur toutes les plateformes audio que vous utilisez ou sur YouTube pour l'essentiel des nouvelles économiques et financières en moins de 5 minutes. Merci, à bientôt, bonne journée.